Super. OK. Allez, bonjour à tous. Merci de vous connecter et de participer donc à ce séminaire organisé par l'Institut des Humanités qui se trouve en Afrique du Sud et spécifiquement à l'Université de Cape Town et le laboratoire qui concerne un peu les études sur la diaspora et les sociétés de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc, ce sont ces deux entités qui abritent un peu ce programme sur les publications en Afrique, un programme qui est financé par Open Society Foundation. Donc, tous les mois, nous avons deux séminaires, un séminaire en anglais et un séminaire en français. Aujourd'hui, dans le cadre du séminaire en français, nous accueillons Mandiaye Ndiaye, qui est bibliothécaire principal et responsable du service de référence et de gestion des ressources continues à la bibliothèque centrale de l'ICAD. Aujourd'hui, en fait, il nous parlera un peu des productions scientifiques et de l'accès ouvert, c'est-à-dire c'est un bilan qu'il nous fera de 2 décennies de plaidoyer pour une dissémination de la recherche en Afrique dans l'enseignement supérieur. Il y a un consortium qui a été créé au Sénégal pour permettre un peu à recueillir en fait toutes les publications qui existent au niveau des différentes universités et instituts supérieurs de formation afin de pouvoir permettre en fait au grand public de pouvoir disposer de ces productions scientifiques-là. Donc ce travail-là a été fait par ce consortium dans lequel Mandiaye a travaillé, mais aussi sur les initiatives qui ont été prises au niveau de la bibliothèque universitaire de Dakar dans la numérisation des documents scientifiques pour permettre aussi à un large public, un public externe aux universités, de pouvoir en fait un peu accéder à ces informations-là. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mandiaye Ndiaye pour nous présenter un peu sa communication qui porte sur les productions scientifiques et l'accès ouvert, bilan de 2 décennies de plaidoyer pour une dissémination de la recherche en Afrique dans l'enseignement supérieur. Ndiaye? Oui, vraiment, bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous me recevez bien. Bon, je suis vraiment désolé, je m'en excuse pour les challenges technologiques que nous avons eus, en fait, à l'entame de cette présentation. Je dis me rabattre sur mon cellulaire, c'est déjà un des défis donc, qui se pose à nous par rapport à l'accessibilité en fait des résultats de la recherche au niveau en ligne des recherches africaines, des challenges technologiques. Certainement, nous allons y revenir. En fait, nous sommes désolés également de la qualité de la voix, en fait, qui est liée à certains désagréments. Mais j'espère en fait que je me fais entendre. Donc, c'est un plaisir de pouvoir participer avec vous en fait à cela. Donc, comme vous le savez, les défis technologiques font que malheureusement, je ne pourrais pas utiliser en fait comme c'était programmé en fait mon laptop pour pouvoir vous faire la présentation. Donc, et que nous allons devoir nous rabattre sur le portable, bien que nous pourrons partager par la suite en fait la présentation. Donc, notre présentation portera de façon précise sur l'édition savante et la dissémination des résultats de la recherche en Afrique. Donc, 2 décennies de plaidoyer d'action. Et nous allons donc articuler notre présentation autour de 3 dimensions. Donc, nous allons parler des acteurs, nous allons également parler des enjeux et finir par les perspectives dans l'écosystème francophone de l'enseignement supérieur. Donc, pour revenir au libellé en fait que nous avons choisi, l'angle d'attaque que nous avons choisi pour notre présentation. Donc, c'est édition savante et dissémination des résultats de la recherche en Afrique, 2 décennies de plaidoyer d'action. Donc, acteurs, enjeux et perspectives dans l'écosystème francophone de l'enseignement supérieur. Donc, pour le plan de notre présentation, comme nous l'avons dit tout à l'heure, donc, après avoir assis en fait la problématique de la question, nous allons un tout petit peu décliner en fait les différents acteurs qui tournent autour de cette dynamique-là pour pouvoir aborder dans un deuxième temps en fait les enjeux qui sont liés à cette question et finir par les perspectives. Donc, pour introduire en fait notre thématique,
nous avons jugé bon de rappeler en fait cette tournure en fait que les technologies de l'information et de la communication ont donné en réalité à toutes les activités actuelles du monde, et à plus forte raison en fait la mise à disposition de l'information. C'est pour dire en réalité que les technologies ont engendré en fait des mutations profondes dans la mise à disposition de l'information dans le monde, et que donc l'information scientifique et technique qui est le résultat du processus de recherche des universités est devenu le moteur essentiel du mode de production des sociétés contemporaines. Donc, alors qu'on sait déjà que le développement économique qui devient de plus en plus tributaire de l'utilisation de l'information et des capacités, en fait, l'amène à pouvoir s'approprier cette information. Cette dimension, en fait, de la stratégie de l'information fait que certains spécialistes comme Andrade, du programme de l'UNESCO sur l'information, nous avertissaient déjà qu'avec les révolutions agricoles et industrielles, c'était les ressources stratégiques, les matières premières étaient les ressources stratégiques. Alors qu'au XXIe siècle, on se rend compte en fait que c'est la connaissance qui est au cœur, en réalité, de toutes les stratégies. Donc, la ressource stratégique devient l'information. Et pour en revenir à un niveau africain, donc, quand on l'explore, en fait, tous les documents de politique et en réalité les documents stratégiques produits par l'Union africaine, on se rend compte en réalité que les dirigeants africains ont pris conscience, je voudrais dire, en réalité, de la nécessité d'investir dans la recherche, dans la science et dans la technologie et dans l'innovation également, pour faire face aux défis socio-économiques auxquels, en fait, l'Afrique est confrontée. Et cette prise de conscience, on peut la mesurer, on peut vraiment la remarquer au niveau, en fait, du renforcement des capacités scientifiques et techniques de l'Afrique ces 20 dernières années, qui se décline en fait en des réformes au niveau des universités. Donc, on a pas mal de réformes au niveau des universités africaines et également au niveau des centres régionaux de recherche. Pas mal de centres régionaux de recherche ont été créés par les gouvernements africains. Donc, des milliers également d'institutions nationales de recherche d'enseignement supérieur ont été mises en place et des milliers de scientifiques et d'ingénieurs sont formés. Juste pour dire en réalité que donc cette volonté en fait des dirigeants africains à prendre en charge en fait la production qui se fait au niveau d'une université réelle, de prendre en charge en fait de donner aux universités africaines en fait ce rôle qu'ils devraient jouer dans le développement en mettant en valeur les produits qui sont issus en fait des processus de recherche. Et que donc, nous, dans notre thématique d'aujourd'hui, nous voulons interroger en réalité la part surtout des acteurs de ce secteur, je voudrais dire l'enseignement supérieur, et plus particulièrement les universités. C'est pourquoi dans la première partie de notre présentation, nous sommes focalisés sur les acteurs. Et parmi les acteurs, le premier que nous avons eu à citer et que vous verrez dans la présentation, c'est les universités. Donc, qui sont les premiers acteurs, en fait, chargés de pouvoir élaborer, en fait, et mettre en œuvre surtout les politiques de recherche, en fait, au niveau national. Et que donc, on y retrouve en réalité différents sous-acteurs au niveau de cet acteur, ce premier acteur qui est l'université. Et ces sous-acteurs, nous les nommons en fait, c'est des producteurs de contenu, c'est des gestionnaires de contenu, c'est également des décideurs. Donc, au niveau des universités, nous trouvons en réalité ceux qui ont la responsabilité de pouvoir élaborer les politiques de recherche et de pouvoir en fait les prendre en charge dans la structuration des unités de recherche et d'enseignement, mais de pouvoir également en fait veiller à ce que leur mise en œuvre dans la société soit réellement impactante. Et que donc, du travail de ces décideurs dépendra en fait de la production d'un autre type d'acteurs qui se trouve être les anciens chercheurs et surtout les chercheurs au niveau des labos et des doctorants, qu'on appelle les producteurs de contenu. Et en troisième lieu, en fait, on retrouve les gestionnaires de contenu parce que toute la masse d'informations produites
en fait, tous les résultats de recherche qui sont produits doivent être reconditionnés, donc doivent être redimensionnés pour pouvoir être mis à la disposition, en fait, des utilisateurs. Et c'est cela qu'on appelle les gestionnaires de contenu. Et dans ces gestionnaires de contenu, nous retournons deux types d'acteurs, à savoir les informaticiens qui travaillent sur les contenants, en fait, de l'information. Je veux nommer les sites web, je veux nommer les plateformes, en fait, qu'ils ont mises en place, nous y reviendrons. Donc, il y a pas mal de dépôts qui se sont dégagés au niveau de l'EC. Donc, mais également, à côté des informaticiens qui travaillent sur les plateformes et sur le contenant, nous retrouvons également les bibliothécaires, les universités qui travaillent sur les contenus, donc sur l'exploitation, sur le traitement et sur la mise à disposition de cette information. Okay. Donc, si on dépasse en fait ces trois types d'acteurs, nous allons maintenant pouvoir regarder les acteurs institutionnels, parce qu'au-delà des acteurs individuels qui peuvent être les producteurs de contenu et les gestionnaires de contenu, nous retrouvons également des acteurs institutionnels, donc comme les bibliothèques universitaires, comme les consortiums des bibliothèques universitaires. Ibrahim en parlait lors de l'introduction. Nous reviendrons sur l'expérience en fait sénégalaise du consortium qui regroupe les bibliothèques universitaires et les centres de recherche en fait au niveau national. Mais également, en côté donc, de cet acteur que sont les bibliothèques universitaires et les conseils universitaires, on retrouve également les presses universitaires, donc qui travaillent également toujours dans ce domaine en fait de l'édition savante, donc dans ce secteur en fait de redimensionnement des résultats de la recherche pour sa mise à disposition et son accessibilité. Mais à côté également de ces trois acteurs listés, nous nous accordons déjà avec Bordeaux. En fait, Bordeaux qui reconnaît en fait l'émergence de nouveaux joueurs, comme il l'appelle, à côté de ces acteurs traditionnels, donc qui sont historiquement en fait sur le terrain. Et là, il fait allusion en fait à côté des presses universitaires, je voudrais dire en fait aux éditeurs commerciaux, donc qui ont investi également le terrain en réalité de l'édition savante, donc et qui en réalité nous permettent de pouvoir accéder à cette information. Je pense qu'il est revenu. Hein. C'est compliqué. Hein. Ibrahim Mandia. Oui, il est revenu, hein, il est revenu, il est dans la salle. Mais il n'y a pas de son, il est là. Mandia, si vous nous entendez, vous pouvez reprendre. Hein? Allô? Oui, vous pouvez poursuivre. Parfait, merci. Désolé encore une fois de cette coupure. Je disais tout à l'heure, en fait, à Nya, que c'est pour éviter ces challenges technologiques que nous avons dû même changer de lieu, parce que nous sommes en congé quelque part à 90 km de Dakar. Donc, pour en revenir en fait sur les acteurs que nous retrouvons en fait sur le champ universitaire, nous allons nommer tout à l'heure en fait les décideurs donc qui sont chargés en fait de mettre en œuvre les politiques de recherche au niveau des universités, mais également de ces producteurs de contenu donc qui se trouvent être les chercheurs donc qui travaillent sur les thématiques de recherche et qui donc
au fin du processus, parviennent à produire quelque chose. Et cette production donc, est prise en charge en fait par les gestionnaires de contenu, que sont les bibliothécaires et les informaticiens, les uns travaillant sur la mise en place des plateformes en fait de sauvegarde donc d'accessibilité en fait à ces contenus, à savoir les informaticiens, les autres travaillant en fait au traitement et à la mise à disposition de l'information selon les normes préétablies en fait dans l'édition scientifique et dans l'édition savante, les bibliothécaires. Donc à la coupure, on était en fait à d'autres types d'acteurs qui se trouvaient être les acteurs institutionnels. Et on avait cité tout à l'heure en réalité les bibliothèques universitaires, donc qui sont en fait au cœur des systèmes de mise à disposition de l'information issue des universités, issue des centres de recherche. Donc la bibliothèque universitaire étant en fait le troisième trépied en fait de toute université. Nous le savons tous, en fait, une université en fait repose sur un trépied. Donc, on y fait de l'enseignement, mais on y fait surtout de la recherche, parce qu'une université sans recherche serait semblable à un collège. Mais étant donné qu'on y fait de la recherche et qu'on aboutit en fait à des produits de la recherche, faudrait-il impérativement qu'on ait ce troisième élément du trépied qui se trouve être le volet documentation, en termes de mise à disposition d'une documentation pour mettre à jour ces données, mais surtout en termes de sauvegarde en fait de politique de collecte, de traitement et de sauvegarde de cette information. Et ce volet est pris en charge par les bibliothèques, ce qui donne une certaine centralité donc à cet acteur que peut être les bibliothécaires. Les acteurs en fait les sous-acteurs, parce que je parle toujours d'acteurs et de sous-acteurs, les sous-acteurs en fait de ce domaine, de ce secteur qui se trouve à la documentation, donc à savoir les bibliothèques, donc ont pris en charge dès le départ la complexité en fait de la mise à disposition de cette information et que donc ils ont dû, dans le contexte des pays du Sud avec la limitation des moyens en fait et certains écueils en fait liés à des problèmes pas seulement financiers mais parfois infrastructures mais parfois également en fait institutionnels. Donc ont décidé de mettre en place en fait des cadres pas de mobilisation seulement mais des cadres en fait de mutualisation qui doivent être les consortiums de bibliothèques. Ce qui fait que de cet acteur bibliothèque universitaire, nous allons en fait à ce chapeau, à cet embrun-là en fait des bibliothèques qui doivent être les consortiums des bibliothèques d'enseignement supérieur. Et que donc, en tant qu'acteur institutionnel, les consortiums des bibliothèques jouent un rôle capital dans ce volet-là, dans le volet de l'information, de la mise à disposition de l'information scientifique technique. Il y a pas mal en fait de consortiums de bibliothèques universitaires qui se sont déployés en fait au niveau africain. Donc au Sénégal, depuis 2005 déjà, ils avaient mis en place un consortium qui regroupe une quarantaine d'institutions d'enseignement supérieur et de recherche, donc à savoir des universités publiques, mais également des universités privées, mais également des centres de recherche, et qui travaillent autour en fait de ces thématiques d'accès à l'information scientifique technique, mais surtout dans la dynamique d'une mise à disposition en libre accès. Et que donc, il fallait travailler pas seulement sur les infrastructures, à savoir les dépôts, en fait, qui devraient emmagasiner, en fait, cette littérature scientifique produite, mais surtout, en fait, à travailler sur les politiques, en fait, de propriété intellectuelle, mais également à travailler sur les outils technologiques que sont les logiciels, en fait, libres. Donc, de cela, le consortium des bibliothèques de l'enseignement supérieur du Sénégal, qui doit être notre premier exemple, en fait, à travailler sur ce volet-là, en fait, à développer, à encourager l'ensemble de ses membres à devoir mettre en place, en fait, des dépôts donc, institutionnels qui sont donc, des dépôts institutionnels donc, qui se chargeront, en fait, d'organiser en fait cette mise à disposition de l'information. Dans une autre présentation, nous sommes beaucoup revenus et on l'aura en fait, on l'a déjà cité dans
dans les documents annexes en fait, de cette présentation, que vous verrez certainement. Donc, on a décliné l'expérience pratique en fait d'un des membres de cette institution, que se trouve être la Bibliothèque universitaire de Dakar, donc, qui a travaillé sur un embryon de dépôt qui a pu rassembler en fait toute la production scientifique produite au niveau de l'institution universitaire de Dakar et qui à ce jour en fait permet l'accès en fait à des milliers de thèses. On est actuellement à la mise à disposition de presque 900 000 thèses en fait accessibles, de plus de 500 mémoires dans différentes disciplines d'enseignement supérieur de recherche, mais également en fait aux articles produits par les anciens chercheurs, où on est presque à plus de 2500 articles déjà disponibles. Donc, pour en revenir maintenant aux autres acteurs, donc au-delà des acteurs individuels, on a parlé au-delà des acteurs institutionnels, on a également au niveau des dynamiques régionales des acteurs sous-régionales. En fait, si d'un côté on retrouve en fait certaines dynamiques régionales comme le Conseil africain, si on retrouve en fait certaines dynamiques régionales comme le Conseil africain, Alors, je pense que nous avons encore perdu notre animateur. Donc, toujours est-il qu'il a posé en fait les grandes lignes de sa communication en présentant d'abord les acteurs qui constituent cet écosystème-là, les acteurs qui constituent cet écosystème, et aussi parler de l'articulation. Mandiaye, vous êtes là? Oui. Ok, vous pouvez poursuivre. Ah, excusez-moi, désolé. Donc, on a été en fait aux dynamiques régionales, donc toujours pour décliner en fait les différents acteurs, au-delà des acteurs que nous retrouvons au niveau des universités, donc aussi bien les acteurs individuels que les acteurs institutionnels, donc au-delà des producteurs de contenu, les chercheurs, au-delà en fait des gestionnaires de contenu, au-delà en fait des acteurs institutionnels au niveau des universités qui se trouvent être les bibliothèques universitaires, les presses universitaires. En fait, nous retrouvons également au niveau régional, en réalité, d'autres acteurs, donc, qui se regroupent, donc, aussi bien sur le plan institutionnel que communautaire. Donc, et au plan institutionnel, on va retrouver en fait des cadres comme le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, donc, qui est un conseil inter-État qui réunit en fait 19 pays, donc presque une vingtaine de pays africains francophones, et que donc, pour gérer tout simplement les problématiques d'enseignement supérieur et de recherche. Donc, au-delà, en fait, de cela également, nous retrouvons toujours au niveau, en réalité, régional, en fait, des regroupements. Donc, il y a des dynamiques de regroupement régional, on retrouve des initiatives comme autour du Wakren, par exemple, donc, qui est le réseau d'éducation et de recherche de l'Afrique de l'Ouest francophone, donc, qui a également lancé sa fameuse initiative LIPSENS, donc, qui rassemble des réseaux de recherche et d'éducation, les RN, donc, et des bibliothécaires et d'autres types d'acteurs, d'autres types de parties prenantes, donc, toujours dans cette volonté d'accroître les capacités en fait des différents acteurs, mais de renforcer les infrastructures pour une accessibilité en fait au résultat de la recherche de façon ouverte. Ok, et que donc, si on cite parmi ces acteurs institutionnels sous-régional, on a parlé du Wakren, mais on pourrait parler également de l'Arsène, donc toujours dans le même cadre, qui est en fait les réseaux panarabes, donc pour la recherche et l'éducation. Donc, ils travaillent également sur les mêmes thématiques et sur les mêmes préoccupations, donc à pouvoir assembler cela. Donc, à côté également, en réalité, on retrouve des regroupements communautaires linguistiques, donc à côté de ces infrastructures, de ces structures régionales. Et
Un autre type d'acteurs qu'on pourrait également citer, c'est ce qu'on pourrait appeler les partenaires, etc., qui travaillent tout le temps, en fait, dans le domaine, qui travaillent à accompagner, en fait, cela. Le partenaire peut-être le plus en vue par rapport à ce champ-là est EIFL, donc Electronic Information for Libraries, donc, qui est un organisme international, mais qui travaille avec un réseau donc, de pays africains et surtout un réseau de consortium de bibliothèques universitaires africaines donc, sur la question. Mais également, toujours dans le cadre de ces types de partenaires et ces types d'acteurs, donc on pourrait retrouver la Confédération de l'Open Access, Open Access Repositories, donc le COAR, donc, qui également dans la dynamique fait beaucoup. Donc, si on liste en fait cet ensemble de types d'acteurs qui travaillent dans le domaine et qui visent tous en fait à ouvrir en fait l'accessibilité en fait des résultats de la recherche, surtout qui travaillent à la niveau en fait en ligne. Donc, la présence des contenus africains en ligne et la valorisation également des chercheurs et des résultats de la recherche africaine en ligne. Donc, ce qui donne en fait, ce qui interpelle en fait les enjeux donc, qu'on retrouve autour de cette dynamique. Donc, et ça nous permet de pouvoir aborder cette deuxième phase de la présentation sur les enjeux. Quand on parle d'enjeux en termes d'information scientifique et technique, qui est la matière principale en fait des universités, donc qui est le bout du processus en fait de toutes les activités de recherche en fait au niveau des universités. Donc l'enjeu capital, c'est l'accessibilité. En fait, c'est la plus-value que cela apporte et que donc ces acteurs se sont accordés pour dire en réalité que c'est un challenge déjà que de travailler sur l'aboutissement en fait de stage. C'en est une autre que de veiller à ce que ces résultats auxquels en fait les chercheurs et les centres de recherche ont abouti en fait puissent être accessibles et exploitables. Donc la mise en valeur des résultats de la recherche des universités africaines en fait sont immédiate et ouverte en fait se trouve au cœur des enjeux en réalité de toutes ces politiques qui sont élaborées. Et l'autre volet, c'est une présence vraiment significative des contenus scientifiques africains en ligne. Et que donc, le maître mot, c'est vraiment de travailler à pouvoir restructurer en fait le système national, les systèmes nationaux de recherche et d'innovation, mais surtout à renforcer la contribution des établissements d'enseignement supérieur de recherche, des IR, et pour le développement en fait économique, social et environnemental en fait de toute cette thématique. Et que donc Je pense qu'à nouveau, notre guest a encore des difficultés de connexion. Donc, il nous revient. En attendant qu'il nous revienne, je pense bien que, comme je l'ai souligné tantôt, il avait commencé à présenter l'écosystème des productions scientifiques au Sénégal avec les différents acteurs qui interviennent d'amont en aval, mais aussi en fait les cas dans lesquels ils sont intégrés au niveau international. Mandiaye, vous pouvez reprendre. Parfait, vraiment. Donc, merci encore. Et désolé vraiment de pouvoir à chaque fois revenir sur la thématique. Donc, au-delà, comme on l'a dit, en fait, de cette première partie qui sur les acteurs, mais de cette deuxième partie également sur les enjeux, donc, qui se trouvent être au cœur, en fait, de l'action de ces différents acteurs, aussi bien individuels, institutionnels, communautaires comme internationaux, et que vous avez pu voir en fait que les acteurs internationaux, nous les avons cités en tant que partenaires. Donc, il y a des organismes, en fait, comme il y a également d'autres types d'acteurs qui accompagnent, en fait, ces acteurs institutionnels, ces acteurs individuels, institutionnels,
et ses acteurs également individuels. Et que donc, tout le processus en fait vise en réalité à pouvoir dynamiser en réalité la mise à disposition de l'information technique, mais surtout à prendre en charge le challenge de l'accessibilité. Donc, et que corollairement, en fait, cela interpelle en fait ces différents acteurs également sur la présence des contenus africains en fait en ligne. Donc, et que donc, en termes de perspective, nous considérons en réalité qu'il faille en réalité vraiment beaucoup exploiter en fait les évaluations existantes. Donc, aussi bien ces acteurs que ces institutionnels comme les partenaires ont travaillé sur pas mal d'évaluations en fait des politiques qui ont été élaborées en fait dans le cadre d'une mise en œuvre en fait pour la production en fait de l'information technique, mais surtout autour des publications en libre accès dans les pays africains. Et il faut le lien est dans la communication, donc on pourra l'exploiter. Donc, a fait une évaluation en réalité de ces différentes politiques à travers en fait son réseau de partenaires au niveau des pays africains. Donc, il travaille avec pas mal de partenaires au niveau des pays africains. Et ça, le mérite d'être en fait des études exploitables, parce que c'est fait à un niveau macro, au niveau national, au lieu de travailler sur institution par institution, ils ont travaillé avec les consortiums, donc qui regroupent en fait ces institutions, et qu'ils ont travaillé également avec les réseaux en fait et les dynamiques régionales, on a cité tout à l'heure le WACREN. Donc, on verra en réalité que ces adjonctions entre les différents acteurs, en fait, nous a valu en fait des pas importants dans cela. Et que donc, nous disions qu'il faudrait donc, dans un premier temps déjà exploiter les évaluations existantes, donc à l'image de cette analyse de la condition des publications à libre accès dans les pays africains, donc partenaires de l'IFOL, mais également repenser surtout la finalité des dynamiques en fait de collaboration multi-acteurs. Parce que dans le secteur, nous avons pu constater en réalité qu'il y a une synergie d'action, mais avec des acteurs disparates à des niveaux différents, mais travaillant tous sur les mêmes problématiques et chacun déroulant en fait des politiques, chacun menant en fait des programmes de plaidoyer, chacun également parvenant à pouvoir des pas importants. Mais en tant qu'observateur en fait du secteur, en tant qu'acteur en fait de tout cela, pour avoir dans le cadre de notre consortium participé en fait à la mise en œuvre de beaucoup de campagnes de plaidoyer, donc pratiques, et qui nous ont également amené à pouvoir faire des pas importants en fait dans l'organisation en fait de la mémoire scientifique produite au niveau des universités, à la mise à disposition en fait au traitement de cette mémoire scientifique produite, mais surtout à sa mise à disposition, à son accessibilité. Rappelez-vous, tout à l'heure, nous parlions en fait de plus de 8800 thèses accessibles, mais surtout également de pas mal d'ouvrages en réalité produits en fait et édités à travers les presses universitaires. Donc, repenser en réalité la finalité des dynamiques de collaboration entre ces différents acteurs, les presses universitaires, les bibliothèques universitaires, mais également les consortiums des bibliothèques universitaires, les partenaires en fait de l'information, les cadres en fait les cadres d'action en réalité des structures d'enseignement supérieur, on a parlé du CAMES, donc devraient en fait pouvoir nous pousser à repenser, on a dit encore, la finalité. Et au-delà également, essayer de voir les différentes, repenser également les différentes dynamiques en cours. Nous avions cité dans la présentation l'exemple d'Africa Connected 3, en réalité qui regroupe des acteurs régionaux, donc UbuntuNet, Alliance, UbuntuNet Alliance, le WACREN, donc l'ARSEN, et qui travaille également en collaboration avec Géante, et sur financement également ou un cofinancement de l'Union africaine, et qui se trouve être en fait un exemple pratique, donc en termes d'initiatives qui s'est appuyé sur les projets précédents, donc pour travailler sur la connectivité de l'Internet et
l'accessibilité, pour faciliter l'accessibilité en fait des communautés africaines gravitant autour de l'enseignement supérieur à l'accès aux produits de la recherche. Donc, l'édition savante, pour revenir, pour pouvoir avancer, donc, cette édition savante africaine donc, met en relation, en fait, des acteurs de différents secteurs, de différents niveaux, mais de différents types également, et que donc, renforcer l'édition savante et la diffusion de la recherche et la dissémination de la recherche africaine nous amène à devoir explorer en fait les défis et les opportunités qui façonnent l'édition et la diffusion. Quelques interventions en fait doivent nous permettre de pouvoir mener en fait cette infrastructure-là à niveau. Je pense que voilà, donc je pense que c'est un énième coupure de la communication de notre intervenant. Je pense bien que il a posé un peu le débat concernant la problématique de la production des savoirs, mais aussi sa dissémination en permettant un peu de clarifier comment l'écosystème est structuré, comment les différents acteurs interviennent à différents niveaux. Je pense qu'à ce stade actuel, il est un peu au moment de parler un peu des défis concernant un peu cette dissémination-là. Mandiaye, vous avez la parole. Mandiaye, est-ce que vous pouvez désactiver votre micro? Dis-moi, activer le micro. Alors, donc, je pense que il nous reste peu de temps, si aussi vous pouvez penser à conclure, pour permettre un peu aux différents participants de vous poser des questions. Donc, effectivement, donc, par rapport toujours à ces perspectives, nous considérons en réalité que beaucoup de politiques ont été élaborées par différents acteurs avec des motivations, en tout cas avec des motivations qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc, selon qu'on est dans tel secteur ou dans tel autre secteur, et que donc, l'Afrique gagnerait à ce que, par exemple, ces différents acteurs, de quelque bord qu'ils soient, de quel type en fait qu'ils soient, que ce soit des acteurs individuels, donc qui sont engagés dans ce combat en fait de mise à disposition des résultats de la recherche, qui sont engagés en fait dans ce combat d'ouverture des résultats de la recherche et de données en fait de la recherche en fait au profit de la communauté, mais également des institutions, des acteurs institutionnels, donc les universités elles-mêmes dans le cadre de l'élaboration de leur politique de recherche et de mise à disposition de cette recherche, s'appuyant en fait sur leurs sous-acteurs, et nous avons nommé les personnes universitaires, les bibliothécaires et les bibliothèques universitaires et les consortiums. Donc, et les différents partenaires également, aussi bien au niveau régional qu'au niveau international, donc avec les différentes dynamiques qui sont en cours, avec les réseaux linguistiques au niveau africain, que ce soit dans le monde francophone ou bien dans la région en fait du MENA, dans la région arabe, donc avec donc dans la région arabe avec le réseau, mais également avec les partenaires, à pouvoir, encore une fois, comme nous l'avions dit tout à l'heure, repenser en réalité un tout petit peu, en fait, la finalité, en fait, de ces politiques. Je serai disposé à pouvoir élargir, en fait, la discussion sur les questions qui seront soulevées tout à l'heure. Je me désole vraiment encore une fois de la qualité en fait liée en fait à certains désagréments technologiques, mais également et la qualité environnementale de la voix liée à, comme on l'a dit tout à l'heure, quelques contraintes de santé. Merci encore.
Voilà, merci beaucoup. Merci Mandiaye de cette excellente présentation sur les productions scientifiques et la place que la dissémination occupe dans les bibliothèques qui sont installées au Sénégal, particulièrement en fait la bibliothèque centrale de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous avez présenté l'écosystème en faisant un peu la cartographie des acteurs qui sont dans ce secteur d'activité-là, ou du moins dans cet environnement-là, parce que c'est important de clarifier un peu les catégories d'acteurs qui existent à partir des producteurs de contenu qui, à mon avis, sont essentiels, c'est-à-dire les enseignants-chercheurs pour la plupart, mais aussi les étudiants, les docteurs ou les doctorants qui font des mémoires et des thèses qui participent un peu donc à cette production de connaissances dans le monde universitaire. Vous avez aussi mis l'accent sur la place qu'occupent les policy makers, c'est-à-dire les décideurs politiques dans cet écosystème-là, ce qui est, à mon avis, une chose très intéressante parce qu'il faut une articulation entre les productions des connaissances et leur mise en œuvre dans nos politiques de développement. Je pense que quelque part aussi, ça, c'est un des défis qui nous attend en Afrique, c'est-à-dire comment articuler le travail des chercheurs et les politiques. Vous avez aussi parler aussi de la question des presses universitaires. Je pense que aussi, nous, dans le cadre de ce programme, ça nous intéresse particulièrement, c'est-à-dire que les presses universitaires traversent des difficultés dans la question de l'édition scientifique parce qu'à côté, il y a les éditeurs commerciaux qui sont là, qui occupent un peu, en fait, le devant de la scène si on compare un peu les productions des universités et les productions que font, en fait, les éditeurs soi-disant indépendants, car aujourd'hui, vous l'avez souligné, il y a 8000 thèses qui sont disponibles au niveau de la base de données, mais il est clair que si on fait le ratio entre ce que publient les presses universitaires de Dakar et l'existence de ces thèses-là, c'est qu'il y a véritablement un grand fossé. Donc, pour aller vite, je pense bien que vous avez aussi parlé des institutions dans lesquelles, en fait, vous vous appuyez un peu pour mettre en pratique ces politiques-là et aussi la disponibilité des logiciels libres avec lesquels vous travaillez, la place aussi qu'occupe Open Access, mais aussi ça a permis aux enseignants-chercheurs par cette politique de leur permettre de venir déposer un peu leur article. Ça aussi, ça participe à la vulgarisation, à la dissémination des productions scientifiques. Pour ne pas en fait monopoliser, parce que je pense que les collègues qui sont sur cette plateforme-là aimeraient vous poser des questions par rapport à votre présentation-là. Donc, je vais laisser le micro ouvert. Si un collègue voudrait s'exprimer, il va en fait juste lever la main au niveau de réaction. Si en fait sa version Zoom, c'est une version française, si c'est une version anglaise, bon, ceux qui sont là et qui sont dans le monde anglophone aussi, ils savent. Voilà, merci. S'il y a des collègues qui voudraient en fait prendre le micro et interpeller notre présentateur par rapport à sa présentation, à défaut, je pense que je peux poser ma question aussi, hein, s'il n'y a pas de... Ok, voilà. La question que je voudrais poser, c'est de voir, c'est de savoir en fait, est-ce que les enseignants-chercheurs ont collé à cette politique de dissémination des connaissances-là en vous facilitant à accéder un peu à la production scientifique? Est-ce qu'ils ont été véritablement concernés par cette démarche-là? Oui, en fait, c'est ce qu'on dit. En réalité, on a essayé, par exemple, pour partir de l'exemple pratique de l'Université de Dakar, nous avons essayé de mener des campagnes de plaidoyer donc, pour pouvoir approcher cette cible-là, qui est l'enseignant-chercheur, parce que c'est les véritables producteurs de contenu, comme on dit. Les contenus, pour y accéder, il faudrait déjà qu'on les produise. Et que donc, ces acteurs qui sont à la base, en fait, de cette production, s'ils ne sont pas convaincus, en réalité, de la démarche, ne parviendraient pas à mettre à disposition cette information. C'est en fait des campagnes qui sont menées à leur endroit. Donc, nous relations dans un de nos rapports, en fait, narratifs, en fait, une campagne menée dans le cadre de la mise à disposition de notre bibliothèque numérique et dans laquelle nous avons visé, en fait, les producteurs de contenu.
Et mieux, nous avons utilisé certains d'entre eux comme en fait des champions. Donc, pour pouvoir dire qu'est-ce qu'ils tirent en réalité de la mise à disposition de leur information. Parce qu'un chercheur, en fait, quelqu'un qui cherche en fait de l'information sur un chercheur, son premier réflexe, c'est d'aller dans son institution. C'est d'aller sur le site de son institution pour voir ce qu'il a produit. Et que donc, si cet enseignant, en fait, n'a pas, si ce chercheur, je voudrais dire, n'a pas ces résultats déjà collectés, donc là-bas, c'est problématique. Ce qui fait que dans cette campagne de plaidoyer, nous avons essayé de collecter toutes les informations qui visent à clarifier, en fait, le processus, en fait, de mise à disposition, et surtout de déconstruire, en fait, certaines idées. Parce que d'aucuns vont penser en réalité qu'ils ne gagnent rien à devoir mettre leurs travaux, en fait, en accès libre, donc, dans la dynamique de l'open access. Alors qu'en fait, c'est tout gagnant parce que simplement, il y a des questions donc, qui demeurent en fait tout flou dans la tête de certains. Il fallait donc sur cela. Et que pour vous donner un exemple pratique sur cela, nous, par exemple, dans le cadre de notre campagne de plaidoyer, nous avons fait parler en fait notre docteur, donc avec sa casquette d'enseignant et non, par exemple, de décideur. En fait. Autant les décideurs devraient travailler à mettre en œuvre la politique de mise à disposition de l'information, ce qu'on appelle la charte de mise à disposition de l'information. Mais avant cela, faudrait-il en réalité déjà en fait qu'il en soit convaincu en tant que chercheur. Et nous disons en réalité que le plaidoyer à ce niveau doit changer de paradigme parce que dans le domaine de l'enseignement supérieur, les officiels, on veut dire les décideurs sont tous à la base des chercheurs. Quand on est dans un secteur où le ministre de tutelle lui-même est chercheur à la base, où le recteur de l'université ou le président de l'université est lui-même chercheur à la base, ou le responsable de l'école d'État ou le doyen d'une faculté qui regroupe, qui polarise en fait des dizaines d'écoles doctorales et lui-même un chercheur à la base. Donc, ce qu'on attend de lui, ce n'est pas une conscientisation de l'importance des cours de la recherche, mais surtout l'action, c'est-à-dire agir. Donc, comment à son niveau, avec son statut, il doit pouvoir agir pour faciliter l'accessibilité aux résultats de la recherche. Donc, la question n'est plus, en fait, le plaidoyer, le cœur du plaidoyer n'est plus, en fait, de le conscientiser sur la nécessité, en fait, que les utilisateurs accèdent à la recherche, mais sur la nécessité d'agir, en fait, à son niveau pour faciliter l'accessibilité à cela. Et que donc, comme vous l'avez dit, pour conclure sur cette question, c'est de repenser, en fait, les mécanismes de mise à disposition, les bibliothèques universitaires, l'édition, en fait, savante, les presses universitaires, les revues, comment dynamiser, accompagner, en fait, les revues, en fait, au niveau des universités, et surtout comment, en fait, travailler avec les gestionnaires de contenu, donc surtout les bibliothécaires qui sont spécialistes, qui ont été formés sur cette question, à pouvoir aider en fait ces producteurs de recherche, ces gestionnaires de contenu à pouvoir enjamber en fait ces obstacles, qu'elles soient technologiques, politiques, juridiques. Ok. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci Madiaye pour ces réponses. Nous sommes rattrapés par le temps parce qu'il est 15h heure de Dakar et 17h heure de Cape Town. Donc, comme nous avions 1 heure pour la présentation de cette communication-là, donc on félicite encore notre guest malgré les difficultés rencontrées concernant en fait la connexion. Je pense que nous avons été très bien servis concernant un peu la thématique et les réponses que nous attendions dans le cadre de notre politique de recherche que nous sommes en train de mener, de dérouler sur le continent, qui concerne un peu l'état de la publication en Afrique, mais aussi sa dissémination. Et je pense qu'aujourd'hui, ce travail, cette articulation entre produire et disséminer est bien prise en charge dans certaines universités de Dakar, malgré les difficultés qui sont connues. Donc, pour finir, je pense que si en fait le grand patron Divine n'a pas un mot à dire, je vais juste en fait rendez-vous pour le mois prochain où nous allons recevoir Eleanor Renders qui est de Taylor & Francis qui sera notre prochain invité et ce sera un séminaire en anglais. Divine, vous avez un mot pour remercier
Rien, rien, juste vous dire merci. Alors, merci. Allez-y. RAS. OK, voilà. Donc, merci Mandiaye. Merci à tous les collègues qui ont été présents cet après-midi pour suivre en fait cette présentation-là. Donc, on se donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour recevoir Eleanor Renders de Taylor & Francis. Merci, merci. Et désolé encore des désagréments technologiques. Je vous fais parvenir la présentation aussi. Merci encore. Merci.